Le vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beau divertissement et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des hommes dans des bars, des masques dans des musées, des femmes dans des ateliers et une femme à la télévision. Après le journal à 12h55, nous parlerons d'art plastique avec 2 livres au programme Wonder Woman de Régis Cotentin et Ex Africa sous la direction de Philippe Dagen. Mais pour l'heure, je suis avec Sarah Hiller-Meyer, critique et commissaire d'exposition, et avec Laurent Nunez, éditeur, écrivain et critique. Nous parlons donc de l'actualité des séries. Dans quelques instants, It's a Sin, série britannique sur Canal+, mais tout de suite, Veneno. Por suerte, por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90. Ella es Cristina, la Veneno. Que soy transexual, prostituta también. Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba. Cristina la Veneno es un juguete roto de la televisión. ¿Te podemos hacer unas preguntas? Claro, mi alma. ¡Guau, qué guapa! Mira qué cara, mira qué cuerpo. Un personaje más que ha acabado en tragedia. ¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre? Exactamente igual. Y ella lo cambió todo. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro? Veneno, immense succès en Espagne. La nouvelle plateforme du Média Brut a choisi cette série pour se lancer le 8 avril prochain en France. Alors c'est l'histoire de Cristina, dite la Veneno, née en 1964 et décédée en 2016. Sulfureuse icône de la télévision espagnole, dont la vie a fait l'objet d'un livre publié par la journaliste Valeria Vegas. La série reproduit ce geste biographique en mettant en scène Cristina qui se raconte à Valeria, son enfance dans un village andalou, la violence qu'elle y subit alors qu'elle s'appelle encore Joselito, sa fuite, la transition, la prostitution dans un parc madrilène et puis la télévision quand un soir elle est repérée par une équipe de journalistes et propulsée chroniqueuse dans une émission à succès. Laurent Nunez, premier regard sur cette série baroque, riche, on peut le dire ça je crois d'emblée. Oui, vraiment, c'est une série incroyable. Et si vous dites le mot très juste, baroque, il faut rappeler ce que c'est baroque, c'est l'italien barocco, c'est-à-dire c'est une perle irrégulière. C'est-à-dire il y a vraiment ça là-dedans. On a une perle incroyable, 8 épisodes qui sonnent vrais parce qu'ils sont purement vrais. Vous savez, quand j'ai vu cette série, j'étais tellement fasciné que je suis retourné sur YouTube et j'ai regardé les morceaux de télévision qui racontait vraiment l'histoire de cette femme trans, et c'est du décalque, mais du décalque merveilleux, qui rajoute des choses, qui montre vraiment ce que parfois les caméras de télé de l'époque avaient censuré. L'histoire, elle est simple, c'est une femme qui était dans un corps d'homme dans les années 90 et qui a dû, tant bien que mal, accepter d'aller à la télé. Vous savez, donc pour nous, j'ai l'impression que c'est vraiment toute l'histoire presque de la télé-réalité. Tout à fait. Ces années 90, elle rentre tout d'un coup, on la découvre dans une sorte d'émission espagnole qui ressemble beaucoup à... C'est une sorte de Coucou, c'est nous, ou de mardi, le ciel mon mardi. C'est-à-dire, voilà, on prend des sujets qui feront de l'audimat. Et tout d'un très coup, liés au sexe, souvent. Très liés au sexe. Et tout d'un coup, on remarque voilà, cette femme qui se prostitue à Madrid. Et on décide de la faire venir pour faire le show. Et là, on perçoit, c'est une vraie histoire, on perçoit déjà que ça va être l'échec et la réussite d'une personne. L'échec parce qu'elle va rentrer dans la foire aux monstres,
clairement. Et la réussite parce qu'elle va donner la plus grande visibilité aux trans. Et les 8 épisodes que je conseille, mais alors à tout le monde, même depuis plusieurs jours, je vous l'avoue, à mes proches ou quoi, c'est incroyable. C'est cette vision de comment un petit garçon, c'est très long mais c'est magnifique, comment un petit garçon, il faut le dire, détesté par sa mère, parce qu'elle voit en lui autre chose qu'un petit garçon, elle voit ce qu'il est, ce qu'il pense être, une fille, comment elle devient, je ne vais pas la mégenrer, l'idole de toute une génération, et comment on la transforme en un jouet cassé. Sarah Hiller-Meyer, aussi enthousiaste que Laurent, et moi, il faut le dire quand même, sur cette série Veneno. Ah oui, totalement. J'ai beaucoup aimé cette série, et notamment parce que je trouve qu'elle est aussi très bien construite, puisque en croisant l'histoire de Veneno, donc cette femme transgenre qui a connu la célébrité dans les années 90 en passant à la télé, et le récit d'une jeune personne qui est Valeria Vegas, qui est également transgenre et qui a découvert, lorsqu'elle était encore enfant, Veneno à la télé, et bien cette série, elle permet non seulement de faire le portrait de cette femme exceptionnelle qu'est la Veneno, mais elle permet aussi de suivre des évolutions sociales importantes à travers le parcours justement de ces deux personnes transgenres dans des contextes radicalement différents qui n'offrent pas du tout les mêmes possibilités de vie, puisque ce qu'on voit dans le cas de Veneno, c'est qu'elle évolue dans un contexte au moment où elle prend conscience de sa transidentité, au moment où elle transitionne, donc dans un contexte qui est complètement hostile à l'égard des personnes trans. Et dans une classe hostile aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de questions générationnelles, il s'agit aussi de classe, et c'est ça qui est assez bien vendu aussi. Tout à fait. Et donc on voit qu'elle n'a pas d'autre option que de se prostituer. Là où Valeria Vegas, elle évolue dans un contexte qui est beaucoup plus favorable, même si évidemment il est très loin d'être parfait, mais quand même qui lui permet de vivre sa vie sans que son identité soit systématiquement un obstacle pour s'accomplir. Et puis ce qui est très bien fait aussi, c'est qu'en revenant sur les différentes étapes de la vie de Veneno, tout en les mêlant à des moments présents, cette série, elle permet aussi de balayer un très grand spectre de la société, donc le monde de la télévision, dans toute son ambiguïté et son horreur. Et on passe aussi par l'institution pénitentiaire et médicale avec toute la violence qu'elles incarnent et qu'elles peuvent faire subir, en particulier ici aux personnes transgenres dont elles refusent justement de reconnaître le genre. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on pourrait considérer que cette série a un aspect assez engagé et militant, mais elle convoque toujours en même temps une dimension expérientielle et sensible très forte, puisqu'elle ne se contente pas de documenter ou de faire de la pédagogie sur ce que peuvent être des parcours trans. Elle nous donne vraiment à sentir ces vies. Elle les restitue, je trouve, dans toute leur complexité et leur charge affective, ce qui fait qu'on est complètement emporté par ce récit. En tout cas, moi, je l'ai été aussi, autant que Laurent, et en particulier aussi, il faut bien le dire, grâce au casting qui est quand même incroyable, avec des personnages qui sont très bien écrits, qui sont tous très singuliers et complexes, avec évidemment la Veneno en tête, qui est aussi flamboyante, exubérante, tragique que touchante. Oui, et puis je rebondis sur cette question des interprètes. Il faut le préciser parce que c'est une question épineuse dans la question de la représentation des personnes trans. Là, elles sont jouées toutes par des personnes trans, voilà. Et en l'occurrence, certaines sont interprétées par le propre rôle, c'est-à-dire que Paca, vous en parliez, Paca, la piranha, qui est la grande amie de la Veneno, qui est aussi sa protectrice, puisque dès qu'il y a un problème, elle est là pour la récupérer, et Dieu sait ce qu'il y a des problèmes, le nombre de problèmes. Elle est interprétée par la vraie Paca, la piranha, qui est, on n'en a pas beaucoup parlé de cette dimension-là, mais extrêmement drôle. C'est-à-dire que dans le baroque de cette série La Veneno, il y a aussi un mélange des registres qui est assez formidablement mené, parce que c'est en effet le destin d'une icône brisée, il y a du mélo, il y a de la telenovela à fond, et il y a aussi des moments extrêmement drôles, Laurent Nunez. Oui, c'est parce qu'en fait, les femmes trans, dans une sorte de communauté LGBT, c'est les femmes qui parlent, qui portent la voix. Et là, elles sont extrêmement drôles. On a deux choses qui se mélangent. Vous savez, c'est des vieilles dames. Et ça, c'est incroyable. Moi, on n'avait jamais vu ça. On n'a jamais eu autant de visibilité sur des femmes trans âgées qui, du coup, n'ont plus rien. Ne craignent plus rien de la société et qui se lâchent, c'est hilarant. Le langage est assez fleuri, il faut l'avouer. Oui, c'est extrêmement vulgaire. La vulgarité assumée, c'est quelque chose de très politique aussi. Mais c'est hilarant et on s'aperçoit en effet que c'est des femmes qui se construisent par la parole. Et c'est très intéressant parce qu'il y a au milieu de la série, il y a un épisode qui donc est vrai où la Veneno revient à la télé pour passer un test de vérité, un polygraphe, ils appellent ça. Et
ils s'aperçoivent que tout est faux. Et du coup, ils ricanent bêtement. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'exagération, le bagou, fait partie aussi de la construction de ces femmes-là. Et c'est merveilleusement révélé dans la narration, parce qu'on s'aperçoit lentement que ce qu'on voit n'est pas le réel, mais ce que la Veneno raconte à sa biographe. Et donc on s'en aperçoit parce qu'il y a des sortes de ralentis, des sortes de perfection, et puis des aberrations visuelles, qui sont de l'ordre du fantasme, tel qu'on peut les représenter au complètement. cinéma. Des hommes huilés, chemises ouvertes, tout d'un coup vont la voir. C'est juste, voilà, et du coup c'est très drôle. Et on s'aperçoit qu'en fait ce qu'on regarde n'est pas le réel, mais ce qu'une femme qui voulait se construire s'est construit. Sarah Hiller-Meyer. Oui, totalement. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, ce qui est vraiment étonnant, je trouve aussi avec cette série, c'est qu'elle a un aspect à la fois quasi documentaire et en même temps elle est complètement autofictionnelle, puisque dans les mémoires de Veneno qui sont ici restituées, on ne sait pas dans quelle mesure elle brode, elle enjolive ou elle exagère ou pas certains moments de sa vie, ce qui permet, je crois d'ailleurs, d'expliquer le côté un peu baroque et pop de cette série, avec une musique qui est quand même très présente, qui porte en grande partie l'émotion, ce qui donne lieu d'ailleurs parfois à des aspects un peu clipesques, voire un peu kitsch, mais qui en même temps, je trouve, nous emporte complètement et rendent bien compte de l'aspect haut en couleur, très dense de cette vie qui est celle de Veneno, et du regard aussi, effectivement, qu'elle porte sur elle-même. Donc c'est un style un peu outrancier qui épouse finalement très bien son objet, et qui est aussi très juste, puisqu'il ne s'agit pas pour autant, je trouve, d'idéaliser cette vie. Il y a au contraire beaucoup d'aspérité, de conflits, y compris d'ailleurs dans le milieu transgenre dans lequel évolue Veneno. Et puis, ce qui est particulièrement touchant d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est que bien qu'il y ait une dimension très tragique dans la vie de Veneno, et aussi de ses amis également transgenres, qui sont tout autant qu'elle victimes des violences sociales, eh bien, ce qui domine malgré tout, c'est le sentiment d'un élan vital, avec une affirmation de soi qui est très forte, en particulier en ce qui concerne Veneno, qui a finalement toujours été sur le ring. Elle est prête à prendre des coups par sa famille, par son village natal, par l'administration et par les médias. Oui, littéralement d'ailleurs, parce que la violence physique, c'est quelque chose qui est très présent dans la série, et ce que son corps, à quel point son corps s'engage dans la brutalité du monde, c'est aussi un thème de la série. Oui, totalement. Donc on se rend bien compte que ces vies-là, elles comprennent beaucoup de douleurs et beaucoup de contraintes, mais pourtant ce qui est étonnant, c'est qu'on a envie d'être avec elles, on a envie d'être avec ces femmes, alors non pas seulement parce qu'elles sauraient faire la fête et elles seraient très drôles, parce que ça c'est vrai que c'est très présent, mais aussi parce qu'elles sont vraiment profondément en vie, et peut-être plus que les personnes finalement qui les entourent. Laurent Nunez. Oui, c'est pour ça il faut peut-être traduire. Peut-être le titre, c'est Veneno, c'est ce qui est venimeux ou vénéneux, c'est à votre choix. Mais qu'est-ce qui est vénéneux là-dedans ? Pas du tout d'être trans. Qu'est-ce qui est bizarre ? Pas du tout d'être trans, c'est tout d'un coup d'être dans un monde où une mère n'aime pas son enfant, et cette malédiction de la mère va la poursuivre, mais tout au bout de sa vie. Qu'est-ce qui est vénéneux ? C'est la télé-réalité qui se sert de quelqu'un. Enfin, la télé qui se sert de quelqu'un pour en faire un monstre. Et du coup, en effet, le seul îlot paisible d'amitié et de fraternité, de maternité, parce qu'elle s'appelle des mères. Vous savez, c'est cette communauté-là qui est, vous savez, comme dans la série Pose sur le voguing à New York, ce qui reste, c'est cette notion, cette nouvelle famille, où c'est aussi le mot mère qui revient. Voilà, on se crée des mères, et là on voit très bien que la Veneno, c'est la mère de la journaliste, elle la crée, et en échange, la journaliste la crée en faisant un objet textuel, cinématographique. Donc voilà, c'est vraiment une série qui n'est pas juste pleine de bons sentiments. C'est ça, moi, qui m'a surpris. La Veneno, on le savait très bien, c'est une personne, elle est inculte, elle est menteuse, elle triche, elle vole et tout. Et alors, le portrait qu'on a d'elle, c'est un portrait de quelqu'un qui était bizarrement, alors qu'elle était tout ça, trop pure. C'est-à-dire quelqu'un qui se fait arnaquer visiblement par tout le monde. Sarah Hiller-Meyer, un dernier mot ? Oui, peut-être une dernière chose que je trouve intéressante dans cette série, c'est le regard qu'elle porte justement sur l'impact des représentations médiatiques sur les vies individuelles, et aussi sur la façon dont elles peuvent impulser des évolutions sociales. Puisqu'il se trouve que Valeria Vegas, la jeune journaliste transgenre qui écrit les mémoires de Veneno avec Veneno, elle a pu trouver, à travers le passage de Veneno sur la télé espagnole, un modèle dans lequel se reconnaître, qui lui a ouvert la voie, et aussi à d'autres personnes. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que cette série elle-même, apparemment, a déjà eu un impact en Espagne, puisque suite à sa diffusion
diffusion, la transidentité est revenue au cœur des débats. Et je crois même qu'il y a apparemment un projet de loi pour faciliter aujourd'hui la reconnaissance légale du genre pour les personnes transgenres. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel la série revient beaucoup et qui participe d'une dimension parfois révoltante de ce qu'on y voit en termes de violence sociale. Un petit mot, Laurent Nunez, là-dessus. Oui, la série a eu un tel succès en Espagne qu'en fait, ils l'ont mis au cinéma quand ils ont réouvert dans les 220 cinémas espagnols et la série a plus eu de spectateurs que Tenet. Donc voilà, c'est une marque. Le Tenet de Christopher Nolan. Exactement. Veneno, une série signée Javier Calvo et Javier Ambrosi, Los Ravis, on dit apparemment en Espagne, sera disponible dès le 8 avril prochain sur la plateforme du Média Brut. Guettez-la, voyez-la. France Culture. La critique, Lucille Como. La deuxième série au programme de notre critique du jour est signée par le Britannique Russell T Davies et diffusée sur Canal+. Nous sommes à Londres en 1981. Pour les protagonistes jeunes, beaux et homosexuels, c'est la fête. On s'aime, on s'amuse, on fait l'amour partout et tout le temps. Il y a bien des rumeurs sur cette maladie qui touche les gays outre-Atlantique, mais pour le moment, on n'y croit pas vraiment. So, where do you see yourself in 5 years' time? What do you want to be doing? What's the plan? I just want to be happy. I want to learn everything. I'll be stinking rich. He's going to London. London? I'm getting out of here. I'll be staying at 23 Piss Off Avenue, London, W fuck. The history of men like us have always been hidden away in secret. But then there's the real world. There's a million pubs and things. I love it here. I came to London and I thought, great, I can be gay. We're gonna party every night. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school it's hard. Ouais, on veut danser, on se disait, avec Laurent Nunez. Mais bon, en attendant, on va parler de cette série qui s'appelle It's a Sin. En 5 épisodes, elle balaye une dizaine d'années du quotidien de cette bande de jeunes hommes qui vivent d'abord dans l'insouciance, puis qui subissent de plein fouet l'épidémie du sida. Sarah Hiller-Meyer, un premier regard d'ensemble sur ces 5 épisodes, hein, ça va vite. Oui, j'ai vraiment une série que j'ai très très moyennement aimée, dans la mesure où je trouve que ses vertus sont aussi ses limites. En l'occurrence, je parle notamment de sa vertu pédagogique, puisqu'elle aborde quand même pour un grand public la crise du sida dans les années 1980, à travers donc un groupe d'amis qui vit en colocation à Londres. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est déjà louable et important qu'une telle série puisse exister et être diffusée à une large audience. Après, cette vertu-là, elle est aussi limitante, puisque toute la série opère selon des schémas explicatifs et didactiques assez pesants, ce qui passe notamment par des personnages qui représentent différents profils possibles d'hommes homosexuels. Alors pourquoi pas, mais le problème, c'est que les personnages endossent donc des rôles symboliques qui sont sans la moindre complexité, et ils finissent aussi par s'y réduire. Alors par exemple, peut-être Sarah Hiller-Meyer, pour qu'on comprenne la typologie, mais c'est vrai que ça fonctionne un peu par ça. exemple, le provincial un peu coincé, mais rigolo, l'affranchi, libéré, exubérant, mais qui ne peut pas parler de sa vie à ses parents, ou encore l'opprimé qui doit fuir sa famille pétrie de religion. Et puis, c'est la même chose pour l'ensemble des scènes, qui s'enchaînent comme autant de moments symboliques de cette période. Donc d'abord des moments d'insouciance et d'orgie, puis des moments de crise et des moments dramatiques qui sont ceux de la prise de conscience de l'épidémie du sida et de ses premières victimes.
Et le problème à nouveau, c'est que ces scènes, elles se réduisent à leur signification. Ce qu'on observe, c'est des séquences qui sont censées représenter la joie et la tristesse. On nous montre cela de manière un peu artificielle, ces différents affects et sensations. On les identifie comme dans une sorte de langage symbolique ou comme une sorte de langage codé, sans qu'on les éprouve, je trouve, ou qu'on les partage vraiment. Ce qui fait qu'on a affaire en fait à une succession de scènes qui énumèrent les différents aspects de cette épidémie, sans pour autant qu'elles soient traversées ou liées entre elles par un souffle un peu plus ample, qui passerait d'ailleurs moins par le récit que par la mise en scène. Et mis bout à bout ces différents moments et personnages à valeur symbolique, ils produisent pas grand-chose, si ce n'est, en tout cas à mes yeux, un vague sentiment d'ennui qui fait que j'aurais arrêté de regarder la série si j'avais pas été obligée pour l'émission. C'est en effet pas très bon signe. Laurent Nunez. Oh non, là j'ai failli m'étouffer. Ça va, vous faites bonne figure, on dirait. Mais non, mais c'était... Bon, déjà, il faut le dire, it's a sin, c'est un péché, c'est une antiphrase. Ça, évidemment, on s'en doute. Ça vient d'un producteur sans qui je me serais beaucoup ennuyé ces dernières années, c'est Russell T. Davies. Queer as Folk, c'est lui. Years and Years, où une femme populiste prend le pouvoir en Angleterre, c'est lui. Les Incroyables, ils sont toujours sur Canal+, Cucumber, Banana et Tofu, qui racontent la vie des vieux et des jeunes gays contemporains, c'est lui. Et là, c'est en effet l'histoire. Alors c'est vrai, il prend un chemin étrange, un chemin au début qui semble très banal, parce que chaque personne, de toute façon, représente la diversité, on l'a dit. Et en fait, bien malin celui qui, dans chaque épisode, saura ce qui va se passer l'épisode d'après. Et ça, c'est quand même c'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir. Dès l'épisode 2, dès le deuxième épisode, on se rend compte que c'est pas que justement ce qui arrive n'est pas un péché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, c'est-à-dire que tout d'un coup ça peut être quelqu'un qui a presque pas pris de risque, qui est malade. Et ceux qui par contre sont allés à toutes les orgies n'ont rien. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas moral. Toute la moralité disparaît là-dedans. Il n'y a pas de morale ici, c'est une maladie. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Ce qui est bien fait, évidemment, et encore une fois, c'est ce qui montre, c'est l'horreur. Comme toujours, c'est pas... Enfin, la difficulté de la vie, c'est pas d'être homosexuel, c'est de vivre l'homophobie. Et là, il y a une homophobie gigantesque. Oui, qui est institutionnelle, notamment dans les scènes à l'hôpital qui sont assez réussies. Alors, qui est complètement, qui est extrêmement réussie et qui touche quelque chose de, j'allais dire, de très touchy, c'est l'homophobie dans les familles. Et j'en parlerai après, mais c'est un film, c'est une série peut-être plus sur l'homophobie familiale que sur une épidémie. Je vais redonner la parole à Sarah Hiller-Meyer. Juste une petite incise sur un des personnages dont on n'a pas parlé, et pour cause, qui est une jeune fille qui prend de plus en plus d'importance, puisque c'est elle qui s'engage la première dans une association, c'est elle qui rend visite aux malades et qui prend des risques, parce qu'au début, on ne connaît pas la question de la contamination possible de cette maladie et la manière dont on se contamine, et qui, par ailleurs, n'a absolument aucune personnalité, aucune sexualité, elle. Oui, et qui quand même pose des questions sur la question de la représentation des femmes dans une série sur la communauté homosexuelle masculine. Moi, ça m'a beaucoup choquée et je dirais même que ça m'a empêchée presque de la voir vraiment, cette série. Sarah Hiller-Meyer, puis Laurent après. Alors, je suis totalement d'accord. Ce qui est vraiment étonnant avec cette série, c'est qu'il veut être bien sous tout rapport, qu'il veut contrecarrer les préjugés raciaux, ethniques, à coups de scènes très symboliques. Eh bien, elle réserve un sort quand même qui est très problématique justement aux femmes, puisque celles-ci sont toutes réduites en fait au rôle de bonne ou de mauvaise mère. Donc, justement, en particulier la seule copine de ce groupe d'amis, dont on voit jamais la vie amoureuse, la vie indépendamment de ses amis. Elle se contente de faire l'entremetteuse entre ses amis, à jouer aux nurses auprès de ceux qui sont malades, à aider le personnage principal à faire son coming out auprès de ses parents. Et les autres femmes de cette série, qui sont les mères des différents amis, elles sont donc soit extrêmement accueillantes à l'égard de leurs enfants, ou au contraire complètement hostiles, dans une sorte de manichéisme où elles deviennent même responsables, pour ce qui est des mauvaises mères, du sort de leurs enfants malades, comme si elles incarnaient en fait à elles seules un régime conservateur et oppressif, alors que les pères de leur côté de famille, eux, ont toujours le beau rôle, puisque même si ils peuvent être au départ homophobes ou hostiles, ils finissent par se repentir. Donc, en fait, de la même manière que pour les hommes, les femmes, elles sont ici des figures symboliques qui sont très peu écrites et sans complexité, mais en plus, elles symbolisent que des aspects
très peu valorisant. Donc moi, j'ai presque perçu une forme de misogynie je pense qu'on peut le dire. Dans cette série. Et puis, je parlais des vertus limitantes, et il y en a une autre dans cette série, c'est de nous montrer la vie d'un groupe d'amis homosexuels. C'est vrai qu'on voit très peu ça dans des séries, dans des films, mais le problème, c'est qu'à nouveau, ça se limite un peu à ça, parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une série AB Productions revisitée sous forme gay ou queer, avec cette colocation d'amis qui ressemble quand même à s'y méprendre à un boys band, qui représente donc tous les profils possibles pour que chacun puisse bien s'identifier. Ce qui me fait penser d'ailleurs aussi à une série AB Productions, c'est la tonalité quand même globalement très mièvre de cette série, en dépit du tragique de la situation et dans son aspect aussi très érotique, puisque cette colocation et le milieu homosexuel sont dépeints de manière complètement idéalisée, sans la moindre nuance, sans le moindre conflit interne. Ces amis sont tous plus gentils les uns que les autres, tout en ayant des vies débridées, comme une sorte en fait de monde de il n'y a pas de conflit. Sarah, je vous coupe, pardon, mais je voudrais donner la parole à la défense. Laurent Nunez, on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y. Non mais bien sûr. Alors moi, aussi ce personnage de femme, de jeune fille qui les entoure, les protège, voit à l'avance l'épidémie, s'inquiète, etc., est un peu surprenante. À un moment, il y a quand même une révélation. À un moment, elle se fait comme disputer par la mère d'un des gamins qui va mourir et qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi qui n'as pas de vie amoureuse, qu'est-ce que tu fais là entouré de ces garçons qui ne te regardent pas d'un regard amoureux ?» Mais moi, j'ai vu ça comme... non pas comme une sorte de misogynie, mais justement comme la preuve qu'en fait les autres garçons étaient dans un mouvement panique. C'est-à-dire que, et on le voit très bien, à un moment le grand héros de la série, quand il va mourir, il dit « Le problème, c'est que même quand je savais que j'étais malade, j'allais voir encore d'autres garçons. » Et il y a quelque chose là-dedans de très, très étrange, c'est qu'en fait, mon homophobie intériorisée faisait qu'en fait j'allais dans un mouvement panique. Et je crois que c'est ce que le film veut dire. La plupart des garçons là-bas, ou la plupart des gays dans le film refusent ça, refusent de voir la maladie. En effet, il y a deux personnes qui regardent. La seule qui regarde la maladie de face, c'est cette femme, cette fille, et un autre homme un peu plus âgé, dont le pouvoir de séduction est moindre, donc, qui n'est plus paniqué, qui n'est plus fasciné par le pouvoir de séduction, et qui lui regarde ce que la maladie va donner chez les hommes gays. It's a Sin, allez voir cette série de Russell T. Davies, c'est sur Canal+, et c'est aussi sur la plateforme de Canal+, en ligne. Merci beaucoup à vous, Laurent Nunez, merci Sarah Hiller-Meyer, je vous retrouve vous après le journal. On parlera de livres d'art, Wonder Woman, une histoire des femmes artistes, et Ex Africa.